Bonjour à tous, on va commencer ce webinaire. Donc on est ravis de vous accueillir pour ce troisième webinaire organisé dans le cadre de la commission recherche de l'association. Webinaire qui s'appelle 30 minutes pour s'informer et pour mieux accompagner. Alors aujourd'hui on a la chance de recevoir deux professionnels qui sont avec nous. Stécie Bernard qui est psychologue. Merci à vous d'être présente pour nous présenter votre travail de recherche. Vous êtes psychologue et diplômée du master DEIS en 2024 à l'Université de Lille. Tout à fait. Et vous êtes accompagnée d'Ursula Mengetopio. Merci Ursula d'être avec nous également. Et Ursula, vous êtes maîtresse de conférences en psychologie du développement et du handicap à l'Université de Lille. Merci. Voilà, donc Stécie, vous allez nous présenter, et merci d'avoir accepté l'invitation, votre travail de recherche sur l'accompagnement psychologique au deuil chez les personnes ayant un TDI au sein des institutions spécialisées, compréhension et perception de la mort. Voilà, donc comme d'habitude sur chaque webinaire, c'est 20 minutes pour la présentation du travail et puis ensuite on aura 10 minutes de questions avec nos intervenants du jour pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions en ligne ou sinon questions qu'on pourra vous poser. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire consacré à l'accompagnement psychologique au deuil chez les personnes ayant un trouble du développement intellectuel au sein des institutions spécialisées. Donc, ce travail a été réalisé dans le cadre de mon mémoire de Master 2 de psychologie au sein de l'Université de Lille et sous la direction de Madame Mengetopio. Nous étions trois à travailler sur la méthodologie de recherche. Donc, je remercie donc Gaëlle et Charlotte. Et je tiens également à remercier la commission recherche des papillons blancs pour l'invitation. Les personnes ayant un trouble du développement intellectuel, autrement dit TDI, les exposent de plus en plus à la perte de leurs proches. Certaines personnes ne pouvant pas vivre en autonomie sont amenées à vivre en institution spécialisée afin de bénéficier d'un accompagnement adapté. Or, au sein des institutions, la mort et le deuil restent des sujets encore tabous dans notre société. Les chiffres montrent qu'un tiers des professionnels n'ont jamais abordé la question du deuil avec les usagers. Donc voilà, on a mené une étude exploratoire. Donc, dans un premier temps, on a réalisé une revue de la littérature. Puis, dans une seconde étude, on a réalisé une recherche qualitative et on amènera à discuter d'une discussion générale pour faire un comparatif entre les résultats de la revue de la littérature et les résultats de la recherche qualitative. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à la revue de la littérature. L'objectif, c'est de recenser les travaux existants au niveau de la littérature internationale sur le deuil chez les personnes ayant un TDI. Cette partie sera présentée assez brièvement puisque l'accent sera mis sur la seconde partie consacrée davantage à l'analyse qualitative. Donc, concernant la revue de la littérature, on a élaboré une équation de recherche en français et en anglais qui a été intégrée sur les 4 bases de données de recherche. Ce qui a donné donc la méthodologie du diagramme de flux de Prisma avec un total de 5180 articles au total. Mais nous avons donc élaboré des critères d'inclusion. Donc, il y avait la langue avec des articles en français et en anglais. La période de publication allait donc à peu près sur une vingtaine d'années, de 2003 à 2023. La population prise en compte était des enfants ou des adultes ayant un TDI. Et donc, les thématiques abordées étaient la mort, la fin de vie et ou le deuil. Et donc, ça nous a amené à un total de 33 articles. Dans ces 33 articles, alors qu'est-ce qu'ils nous disent au juste au niveau du descriptif des études? Ce sont majoritairement des articles issus de la recherche anglo-saxonne avec des publications principalement autour des années 2010 qui se concentrent principalement sur le développement des outils, l'évaluation des pratiques professionnelles et l'analyse d'expériences de deuil vécues des individus eux-mêmes confrontés à la mort, mais également des aidants. Au niveau du profil des participants, ce sont essentiellement des adultes ayant un TDI. Les faits ont été relatés à travers le regard des professionnels de soins.
Au niveau de l'accompagnement, ça varie entre des interventions de groupe, des approches individuelles et des échanges informels. Concernant la compréhension de la mort, les études montrent que c'est variable en fonction des capacités cognitives, de la sévérité des troubles et des compétences de communication. D'une manière générale, plus le niveau cognitif est faible et plus les explications concrètes et visuelles sont nécessaires, étant donné que la mort est un concept abstrait, mais nous reviendrons par la suite dessus. Au niveau de l'implication de la personne, certaines études préconisent aux personnes ayant un TDI de participer au rite funéraire et d'autres études les excluent en raison de craintes de comportements jugés inadaptés, de difficultés d'expression émotionnelle et ou une surprotection liée à leur vulnérabilité. Au niveau donc de la perception des professionnels, ce qui ressort des études, c'est un besoin accru de formation et une tendance à surestimer la compréhension de la mort chez les personnes accompagnées. Donc, c'est dans cette démarche et avec toutes ces informations qu'est née la problématique suivante. Comment les psychologues en institutions spécialisées accompagnent-ils le deuil chez les personnes ayant un TDI et quels sont les enjeux spécifiques associés à cette prise en charge? Donc là, l'idée, c'était vraiment de comprendre comment les psychologues accompagnent en France les personnes ayant un TDI au deuil. Donc, nous voilà arrivés à la recherche qualitative. La recherche qualitative, c'est une analyse fondée non pas sur des chiffres, mais vraiment sur un recueil d'informations via des entretiens. Et donc, pour cette recherche qualitative, l'étude, elle est davantage centrée sur l'accompagnement psychologique au deuil chez les personnes ayant un TDI vivant en institution spécialisée dans les Hauts-de-France et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. La méthode consistait à réaliser des entretiens semi-directifs auprès de psychologues exerçant en institutions spécialisées. Donc, pour cela, on avait mis en place des critères d'inclusion. Il fallait au minimum que les professionnels aient 3 ans d'expérience. Ils venaient autant du secteur enfance que du secteur adulte et avaient différents degrés de sévérité avec les personnes qu'ils accompagnaient au niveau du TDI. Les lieux d'exercice des professionnels étaient très variables, pouvant aller de l'IME, du CESAD, SAMSA, SAJ, FAM, MAS, etc. On a fait le choix pour avoir vraiment un très gros panel et toucher à différentes associations du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est pour cela qu'au total, on a interviewé 23 psychologues. Donc, une fois avoir interviewé ces psychologues, on a réalisé une analyse thématique exhaustive, c'est-à-dire qu'on a identifié les principaux axes thématiques et on a mis en évidence les convergences dans les discours des psychologues. Donc, 5 axes thématiques en sont ressentis. L'accompagnement en pratique. Ici, les psychologues interviennent vraiment à différents moments du décès, que ce soit avant, quand la personne apprend qu'un proche va décéder. Donc là, le psychologue intervient. Pendant, avec l'annonce du deuil, enfin de la mort de la personne, et après, avec le suivi de deuil. Souvent, ce sont les psychologues qui sont sollicités en première ligne quand il s'agit de deuil. Et ils ont vraiment cette nécessité de devoir s'adapter face à l'hétérogénéité des personnes accompagnées. Excusez-moi. Donc, le deuxième axe thématique qui est la compréhension de la mort et les adaptations nécessaires. Donc là, on va vraiment parler très, très rapidement puisque ça sera abordé par la suite. Mais de manière générale, c'est la manière dont les personnes appréhendent et réagissent à la mort et l'influence du niveau cognitif sur l'accès justement à ce concept abstrait qui est la mort. Ensuite, il y a eu également l'axe thématique des ressources et formations avec un témoignage des psychologues qui disaient qu'il y avait un vrai manque de formation spécifique et adaptée au deuil chez les personnes ayant un TDI. Un autre des axes thématiques abordés est l'accompagnement des équipes et des familles, un travail vraiment central central autour des équipes et des familles pour aider à l'annonce du décès, au recueil des émotions, à soutenir pour transmettre l'information aux autres usagers, mais également à construire certaines croyances qui pourraient être erronées.
Et enfin, donc la partie sur la gestion émotionnelle des psychologues, avec cette reconnaissance de l'impact émotionnel, car les psychologues sont des humains comme les autres. Et il y a vraiment cette importance de distinguer entre la sphère personnelle et cette sphère professionnelle. Donc, dans ce travail, j'ai choisi de me centrer sur la compréhension de la mort, étant donné que c'est la base de l'accompagnement. Avant d'accompagner les usagers, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'ils comprennent, où en font-ils, quelles capacités cognitives ont-ils. Donc, voilà. Et donc, on passe à l'analyse thématique approfondie. Dans cette analyse thématique approfondie, 3 thèmes sont ressortis. Donc, adapter l'explication de la mort aux capacités cognitives, vivre l'expérience pour comprendre la mort et observer les changements émotionnels et comportementaux. Donc, dans le premier thème, adapter l'explication de la mort aux capacités cognitives, tous les psychologues s'accordent sur un point pour dire que la compréhension de la mort, elle dépend des capacités cognitives. Donc, pour les personnes ayant un TDI léger, ils auront une meilleure compréhension de l'irréversibilité de la mort. Donc, dans le discours, une explication directe est souvent suffisante. Donc, on va se contenter de dire que la personne est morte en mettant les termes, mais du coup, elle est en capacité de comprendre avec uniquement les termes posés. Au contraire, avec des personnes ayant un TDI modéré à sévère, là, on a une nécessité d'éviter les expressions figuratives. Le mieux, c'est d'utiliser un langage clair et direct et donc d'éviter les métaphores. On va plutôt préférer dire que la personne est morte plutôt que de dire, par exemple, qu'elle est partie au ciel, étant donné que, voilà, il y a une psychologue qui avait partager son expérience en disant qu'elle avait annoncé aux jeunes que son grand-père était parti au ciel. Quelques temps après, elle a pris l'avion avec son enfant et son enfant n'a pas voulu prendre l'avion parce qu'il avait peur de mourir en allant au ciel. Donc c'est pour justement éviter d'être dans l'incompréhension et que la personne comprenne au sens vraiment littéral qu'il faut éviter justement ces métaphores. Et selon Piaget et Genter, la compréhension des métaphores, elle émergerait autour de 7 ans d'âge mental. Donc, pour les personnes ayant un âge mental inférieur à 7 ans, ce concept reste tout de même difficile à saisir. Donc, il vaut mieux dire que la personne est morte plutôt qu'elle est partie au ciel. Dans le thème suivant, vivre l'expérience pour comprendre la mort, ici, il est question que la compréhension de la mort, elle serait facilitée par les expériences directes. Donc, la participation aux obsèques, mais également le vécu de l'absence. En fait, les entretiens, ils montrent que les personnes ayant un TDI, ils ont besoin de vivre l'expérience de la mort pour en saisir le sens. Contrairement aux idées reçues, la participation aux obsèques, elle n'est pas nécessairement traumatisante. Elle peut au contraire les aider à comprendre et accepter la réalité du décès et voir des éléments concrets tels que la vue du corps, le cercueil, participer aux funérailles, etc. Ça peut vraiment aider à percevoir le concept abstrait qui est la mort. Donc, il n'y a pas forcément nécessité de participer à tous les rites funéraires, mais au moins voir un de ces éléments concrets peut renforcer cette perception de l'irréversibilité de la mort. Et le concept de permanence de l'objet, il vient un peu appuyer cette idée, puisque cette théorie stipule que les enfants y développeraient une capacité à comprendre qu'un objet continue d'exister même lorsqu'il n'est pas visible entre 18 et 24 mois d'âge mental. Donc les éléments concrets viennent vraiment appuyer et renforcer cette compréhension de l'irréversibilité. Et concernant le vécu de l'absence, ça peut vraiment permettre à la personne, voilà, de ne plus voir la personne, ça reste quelque chose de concret. Et la personne se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et ne plus la voir permet vraiment de comprendre. Et, voilà. Ensuite, donc, le dernier thème, observer les changements émotionnels et comportementaux. Donc, les psychologues nous disent que les personnes ayant un TDI, ils n'expriment pas toujours leurs émotions de manière directe, parce que ça peut être dû à un souci voilà, de savoir qu'est-ce qu'ils ressentent au fond d'eux, un souci aussi d'expression, mais tous n'ont pas également accès au langage verbal. Donc, selon la sévérité du trouble, la verbalisation des émotions, elle peut être limitée. Et donc, ces personnes peuvent s'appuyer sur le langage non verbal. D'où l'importance d'observer les changements comportementaux, même après le suivi de deuil.
Et il y a toute cette influence également autour de l'entourage. Les réactions, ils peuvent être influencées également par celles des professionnels. Par exemple, une personne va être face à un professionnel en pleurs. La personne va penser que dans cette situation-là, il faut se mettre à pleurer et ils vont intégrer la tristesse, alors que c'était pas forcément une des émotions qui aurait ressorti voilà, pour l'exprimer. Donc, il faut faire attention à ce potentiel effet miroir qui est bien sûr pas visible chez tous les individus, mais à prendre en compte. Et avoir aussi également cette vigilance en tête avec les réactions différées, puisque des réactions peuvent se faire 1 an, 2 ans, 3 ans après. Il suffit qu'il y ait un événement qui ravive tout ça et du coup, à faire attention. Au niveau du processus de deuil, il n'est pas forcément linéaire comme on pourrait s'entendre dans le modèle de Kubler et Ross. Chez les personnes ayant un TDI, on oscille avec des allers-retours entre certaines phases, comme le déni et l'acceptation, par exemple. Et ces allers-retours, ils sont possibles entre le refus de la perte et l'espoir de retrouver la personne. Mais encore une fois, ça dépend des variations individuelles. Donc, tous ne passent pas forcément par les mêmes phases en même temps. Et ce qui est nouveau aussi dans l'apport de cette étude, c'est que les psychologues nous ont dit qu'il n'y avait pas forcément de phase de colère qui était présente. Alors, est-ce qu'elle n'est pas forcément identifiée étant donné les allers-retours où il n'y a pas du tout de colère? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est ressorti de ces entretiens. Donc maintenant, on va passer à la discussion générale voilà, faire un comparatif entre la revue de la littérature et la recherche qualitative. Donc, concernant la perception de la mort, dans la revue de la littérature, on avait des variations. La perception de la mort, elle était soulevée comme un phénomène universel et irréversible. Dans l'analyse thématique, on a mis en évidence qu'il y avait tout de même quelques nuances. Pour les personnes ayant un TDI léger, on est plutôt sur l'irréversibilité de la mort comme compréhension, alors que pour les personnes ayant un TDI modéré et sévère, ils pourraient percevoir la mort comme temporaire, car il est moins évident que l'universalité le soit. Au niveau du langage, dans la revue de la littérature, on était plutôt sur un langage simple et concret. L'analyse thématique va dans ce sens en précisant bien qu'il faut poser les termes et éviter toutes les métaphores possibles. Au niveau de la participation au rituel funéraire, les opinions étaient assez divergentes dans la revue de la littérature, mais l'analyse thématique montre qu'il est tout de même important de participer pour justement avoir ces éléments concrets et comprendre un concept qui est plutôt abstrait. Au niveau des étapes du deuil, la revue de la littérature semblait dire que c'était assez similaire face aux personnes neurotypiques, alors que dans l'analyse thématique, voilà, on a relevé que c'était pas forcément linéaire, que ça oscillait entre les différentes phases du modèle de Kubler et Ross, et qu'il y avait également cette absence de colère. Enfin, pour finir, au niveau des réactions émotionnelles, la revue de la littérature montre que ce serait plutôt similaire aux neurotypiques. Mais notre analyse thématique nous a montré qu'il y avait l'importance des réactions avec autrui, avec justement cet effet miroir potentiel face aux professionnels, et d'où l'importance d'observer les changements comportementaux. Donc, on était vraiment ici dans une étude exploratoire aux prémices de l'étude. On a vraiment essayé de balayer une vue d'ensemble. La suite de l'étude pourrait être d'interroger directement les personnes concernées face au deuil, étant donné que là, on a interrogé les professionnels, mais la suite de la recherche dira un petit peu plus. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup, Stécie. C'était extrêmement intéressant. Merci pour cette présentation qui répond à pas mal de questions et qui amène aussi des éléments concrets. Et c'est souvent ce dont ont besoin les professionnels sur le terrain. Alors, j'ai quelques questions, moi, de mon côté. Je voulais savoir si vous pouviez évoquer avec nous les points de vigilance à avoir pour les professionnels lorsqu'une personne est confrontée à un décès. Oui, alors en point de vigilance, c'est surtout de comprendre ce que la personne est capable de comprendre en face de nous. Il faut vraiment s'assurer des capacités cognitives,
de cette personne avant même de proposer un accompagnement. Oui, en effet, on voit que face à ce concept-là, on peut avoir différents niveaux en fait de compréhension. Le niveau peut être complet, comprendre les causes du décès, accepter un décès, comprendre la notion d'irréversibilité, comme Stécie le disait, comprendre que toute la finalité de la mort, enfin, toute vie s'arrête, voilà. Et chez certaines personnes, c'est plutôt émergent, voire complètement incomplet. Donc, en effet, il est important que les professionnels ne surestiment pas d'entrée de jeu la compréhension que les personnes ont du concept de la mort pour que l'accompagnement soit plus adapté, en fait. Et peut-être aussi leur propre réaction en tant que professionnels. C'est aussi un autre point de vigilance à prendre en considération, le fait de permettre des espaces pour échanger également, ce qui n'est pas très simple toujours en institution. Ouais, donc on est vraiment sur une démarche personnalisée, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, comme vous dites, s'assurer des capacités cognitives de la personne concernée, ou de chaque personne concernée, pour pouvoir évoquer ce sujet. D'accord. Alors, c'est vrai que les professionnels de terrain se posent beaucoup la question, et vous l'avez évoqué, on peut peut-être revenir dessus si vous voulez bien, de la participation au rite. Vous en avez parlé, mais souvent, effectivement, la question qui revient, c'est est-ce qu'on les accompagne à la chambre funéraire? Est-ce que c'est pas trop violent pour eux? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est nécessaire? La participation à la cérémonie aussi, au deuil, parfois c'est la cérémonie à l'église, et puis parfois ça peut aller jusqu'à l'enterrement, jusqu'au cimetière. Donc ces questions-là reviennent à chaque fois régulièrement. Et puis aussi la question des témoignages, en fait. Comment est-ce qu'ils peuvent témoigner? Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous dire quelques éléments supplémentaires? Oui. Pour les professionnels, en tout cas, ça dépend vraiment de leur capacité ou jusqu'où ils se sentent prêts à accompagner cette personne. S'ils ne sont pas du tout à l'aise sur la question du deuil, dans ce cas-là, plutôt passer le relais à un autre professionnel qui est plus à l'aise. Et après, tout dépend, voilà, on est encore sur des variabilités individuelles, tout dépend de la personne avec qui on accompagne. Peut-être que pour certains, des éléments concrets, ça va être uniquement la vue du cercueil, et pour d'autres, ils vont devoir voir le corps inanimé, qui ne respire plus, le corps, voilà. Donc, ça dépend vraiment des personnes avec qui on travaille. Ouais. Ça veut vraiment dire que du coup, quand je pense à des exemples que moi j'ai pu vivre, quand il y a un décès d'une personne au sein d'un établissement, en tout cas qu'un groupe est concerné par un décès, par un deuil, finalement, ça va être une réponse personnalisée à chacun. Oui. Ça peut être une proposition groupale de dire on va à la chambre funéraire, on peut faire dans un premier temps une annonce au groupe, mais après c'est important de reprendre individuellement si tout le monde déjà a compris le concept de la mort, que la personne ne reviendra plus. Ça, il faut aussi s'assurer que chaque personne ait bien compris cette notion-là. Et pas être dans la surprotection, c'est-à-dire que les personnes peuvent participer, peuvent aller à la chambre funéraire, ça participe aussi finalement à leur acceptation, à leur représentation du décès et puis à leur acceptation. Et puis, il y a dans les travaux de Stécie et ses collègues, en fait, un autre point, on parlait de point de vigilance, et par rapport à cette question de la participation au rite, il y a le fait que la première fois que les personnes sont concernées, eh bien, elles ont besoin vraiment d'une vigilance accrue de la part des professionnels. Lorsqu'elles sont touchées pour la première fois par un décès, la question de l'annonce est très importante aussi. Parlera par la suite, ne surtout pas cacher, notamment lorsqu'elles ont une perception de l'état de santé, par exemple, d'un proche qui est assez grave, avec un pronostic qui est défavorable. Donc, il est très important d'en parler, de personnaliser l'accompagnement, de demander si on veut participer au rite funéraire ou pas, finalement. Demander comment on peut rendre plus concret les choses. Pour certaines personnes, en effet, une verbalisation leur permet de parler, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle les boîtes à souvenirs. Chacun peut ramener un petit objet qui appartenait à la personne disparue, et cette boîte à souvenirs-là peut aider justement à commencer peut donner des signaux
aux professionnels de voir où on est la personne concernée par rapport à l'annonce de la mort. Est-ce qu'elle intègre vraiment bien les éléments ou pas? Oui. Des éléments concrets. Oui. Sur ce point-là, est-ce que du coup, parler de la mort quand elle n'est pas présente, est-ce que ça peut être aidant pour les personnes accompagnées? C'est-à-dire, quand ils ne sont pas concernés par un deuil, de l'amener comme un sujet dans une institution et de se dire, bah, on va en parler là aujourd'hui de ce que ça peut être, de ce que c'est. Est-ce que ça peut être aidant ou pas? En effet, c'est assez délicat. C'est assez délicat parce que ça reste tabou et on peut comprendre pourquoi. C'est un sujet grave. Voilà, c'est pas du tout évident à aborder et on ne sait jamais ce que ça peut aller réactiver chez une personne par rapport à un deuil précédent qui est peut-être mal vécu ou qui n'est pas, dont le travail n'est pas complètement achevé. Peut-être que à la fois il y a de la prudence, mais ça ne suffit pas, une réponse prudente. On peut, dans certaines institutions, lorsque la personne, le résident, aborde spontanément la question, pourquoi pas s'en saisir, en discuter avec elle, voir où elle en est dans son niveau de compréhension. On parle beaucoup aujourd'hui de directives anticipées. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a déjà abordé avec sa famille, avec sa tutelle, par exemple? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Et pourquoi pas, peut-être, si dans l'institution, le cadre s'y prête et qu'il y en a qui voudraient discuter de ça, peut-être organiser une sorte de petit café, enfin on parle du café deuil, ce serait peut-être pas le terme approprié, mais ça veut dire qu'on se réunit à ce moment-là, peut-être pour en discuter, pourquoi pas. Mais on peut aussi se saisir d'événements qui arrivent dans le contexte directement, c'est-à-dire qu'on a un résident qui a perdu un proche ou un des proches, enfin un des résidents disparu, parce que ça arrive. Ça peut être un moment, pourquoi pas, de se retrouver, de discuter de la mort, je pense. Ou lorsque, par exemple, on a des événements éloignés, comme des attentats, enfin, quand on a une catastrophe dans l'espace, enfin, qui sont médiatisés, etc. Ça peut être des occasions, peut-être, qu'on peut saisir pour parler de la mort. Mais c'est vrai que c'est très délicat. Trouver le bon moment. Voilà, trouver le bon moment avec les personnes. D'accord. J'ai une dernière question pour finir ce webinaire que vous avez un peu évoqué déjà toutes les deux. C'est la question de l'annonce. Parce que annoncer un décès, c'est pas simple. Souvent les équipes éducatives d'ailleurs qui y sont confrontées, ou les équipes d'encadrement. Vous avez dit qu'il fallait utiliser les vrais mots en fait, qu'il ne fallait pas tourner autour du pot, je vais le dire comme ça, mais qu'effectivement il fallait utiliser le mot de mort par exemple, qui n'est pas simple parce qu'on ne l'utilise pas dans le vocabulaire courant quand on l'annonce à des proches. Là vous avez dit que c'était important effectivement d'utiliser un vocabulaire concret, une démarche pas simple. Et sur cette question de l'annonce justement, est-ce qu'il y a des conseils particuliers sur comment on annonce? C'est vrai qu'on a actuellement accès à toute une littérature qui parle de l'annonce de mauvaises nouvelles et qui montre en fait que dans le cas des personnes accompagnées, que ce soit l'annonce d'un diagnostic, voilà, que ce soit l'annonce d'un décès, on ne peut pas le faire en une seule fois. Parce que les personnes peuvent avoir besoin qu'il y ait une construction. Il faut s'assurer des éléments qu'elles ont sont occultés, quoi que ce soit. Par exemple, lorsque on doit annoncer le décès d'un proche, un résident, un usager, en fonction de comment arrive le trouble, enfin comment arrive le décès, est-ce que c'est suite à une maladie, par exemple, ça ne sert à rien de le cacher. Il faut peut-être pas imaginer qu'on va faire l'annonce en une seule fois et que ce sera compris, non. Mais il y aura plusieurs moments de reprise, en fait, où les professionnels vont revenir sur ces éléments-là, s'assurer que la personne a compris. La notion de personnes qui annoncent, ça c'est très important aussi. Souvent à l'extérieur des institutions, ça va être fait en une seule fois, mais les résidents ont besoin que les professionnels décortiquent, reprennent, vérifient ce qu'elles comprennent, est-ce qu'elles comprennent les conséquences de ce qui leur a été annoncé dans des termes vraiment simples et qui les concernent eux, pas de jargon.
Voilà. Le support émotionnel est très important, le soutien apporté aux personnes à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, c'est un modèle, en fait, finalement, qui montre que la façon dont on peut le dire en dehors du champ de la déficience intellectuelle ne convient pas à une personne. En général, c'est en une seule fois, c'est posé, c'est dit, et après, le travail se fait. Avec les personnes que nous accompagnons, nous, on va plutôt procéder progressivement, s'assurer de la compréhension au fur et à mesure, redire avec d'autres mots, être présent, vraiment soutenant, annoncer à la famille, annoncer aux personnes, etc. Je crois savoir que vous travaillez encore à l'Université de Lille sur ce sujet d'annonce. Oui, on est en train de vraiment proposer du travail dessus parce qu'il y a un point récurrent, les formations. Ça, c'est vraiment essentiel. La formation des jeunes professionnels, des jeunes diplômés, pour qu'ils soient en mesure d'accompagner, d'informer les équipes, de soutenir les équipes, etc. Donc oui. Il y a des travaux en cours. Il y a des travaux en cours. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup, Stécie, d'avoir partagé votre travail avec nous. Merci beaucoup, Ursula, d'avoir participé également à ce webinaire. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouvera au premier trimestre d'année 2026 pour un nouveau webinaire. Voilà, à bientôt. Au revoir.